Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on se retrouve, je viens d'atterrir de Moscou, je suis back en France et ça commence bien parce que cette semaine, on se lance dans une due deal. Alors, qu'est-ce que c'est une due deal ? C'est le moment où en fait vous avez effectué une offre sur une entreprise sous la forme généralement de LOI. C'est une lettre qui est sans engagement pour vous, où vous allez spécifier quelles sont toutes les clauses et quelles sont toutes les conditions qui vont vous permettre de reprendre une entreprise. Donc, vous allez spécifier par exemple le prix, vous allez spécifier qu'est-ce que vous allez analyser, votre modalité de comment vous calculez le prix. Donc, ça peut être par exemple si vous avez une entreprise qui a 100 000 euros de résultat, vous allez dire que c'est 4 fois le résultat, donc 400 000 euros. Vous allez aussi expliquer le financement, indiquer comment vous allez financer l'opération, etc. Ça, vous l'envoyez à un cédant. Une fois que le cédant l'a reçu, vous pouvez discuter sur les termes, donc que ce soit le prix ou les autres éléments à côté. Et enfin, lorsque vous êtes tous les deux d'accord sur un accord de principe sur comment va fonctionner finalement votre collaboration et à quel prix vous allez pouvoir reprendre l'entreprise ou à quel prix l'entreprise va être cédée, ainsi que les conditions annexes. Donc ça peut être par exemple du crédit vendeur lorsque le cédant vous fait par exemple 100 000, 200 000 euros de crédit vendeur à la place de la banque. Donc si vous avez une entreprise que vous voulez reprendre qui vaut 1 million d'euros, que le cédant vous fait un crédit vendeur de 300 000 euros, au lieu de rembourser la banque, vous allez le rembourser lui sur ces 300 000 euros. Bref, vous avez tous ces termes qui sont dans une LOI. Une fois que la LOI est signée, vous allez pouvoir enclencher une période de due deal. Donc la due deal, c'est une période pendant laquelle vous allez faire la vérification de l'entreprise pour vous assurer que ce que vous pensez acheter est bien ce que vous allez acheter. Donc là, généralement, il y a plusieurs phases dans cette due deal. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est dans un premier temps, tout ce qui est due deal managérial, opérationnel, HR, qu'on oublie assez souvent. Dans les due deals, on se concentre très très souvent sur finalement l'aspect financier, l'aspect contrat de travail, l'aspect est-ce que les flux ont bien été respectés. Ça, effectivement, ça a beaucoup de valeur. Pour moi, cette partie-là, on peut grandement la sous-traiter à des cabinets d'expertise comptable, tout en ayant un gros contrôle dessus. Rappelez-vous toujours que c'est vous en fait qui êtes responsable de ce que vous achetez, et un cabinet non aiguillé risque de vous faire juste une étude comme ça pour dire voilà, il y a ça, il y a ça. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez déjà acheté des audits, que ce soit des audits de tech, des audits énergétiques, etc. Il faut quand même être bien présent pour savoir comment les utiliser. Donc il y a toute cette phase. D'ailleurs, on va rentrer, donc je suis de retour. On commence mardi matin, la due deal d'une entreprise en particulier. Moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et je pense que c'est intéressant qu'on fasse un focus, et c'est un outil que moi j'utilise beaucoup. Alors c'est un outil très très simple. Franchement, c'est un outil hyper simple, mais qui va changer votre vie et où je vous encourage à l'utiliser. C'est autant dans la façon de penser que dans l'applicatif concret. Disons qu'aujourd'hui, vous voulez reprendre une boîte, et cette boîte, vous avez forcément des trucs positifs et des trucs négatifs. Ou ça fonctionne. Alors, ça fonctionne pour les entreprises, ça fonctionne aussi pour l'immobilier, ça fonctionne en fait pour la plupart de vos investissements. Là où c'est le plus intéressant, c'est quand vous allez être en faculté d'identifier des risques et de vous couvrir contre ces risques. Donc, on va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler d'une matrice de risque. Et pour moi, c'est sûrement un des éléments les plus importants et qui permet de synthétiser finalement votre investissement quand vous êtes en face de ça. Donc, c'est une matrice toute simple. Donc, c'est un tableau. Vous allez faire un tableau. Premier élément, vous pouvez mettre risk category. Donc, vous mettez la catégorie du risque. Deuxièmement, vous allez décrire ce risque. Troisièmement, vous allez montrer quelle est l'évidence de ce risque. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se reproduire beaucoup ? Après, vous allez indiquer quels sont les impacts, donc les impacts pour vous. Enfin, vous allez quantifier du point de vue un petit peu chiffré, donc l'impact level, donc à quel point c'est un impact sur la boîte que vous allez reprendre. Puis après, la probabilité, est-ce que vous pensez que la probabilité est forte ou pas ? Et après, vous allez faire un score. Donc, le score, c'est simplement, vous pouvez multiplier l'impact par la probabilité. Et enfin, vous allez faire immediate cost to business. Donc, quel est le coût concret du business ? Puis, quels sont les enjeux que vous pouvez traiter aujourd'hui, c'est-à-dire avant l'acquisition de l'entreprise ? Quels sont les risques que vous avez long terme ? Et enfin, qui paye ?
et c'est sûrement ça le plus important. Donc là, vous avez une matrice de risque qui est assez conséquente. Si vous voulez la faire en mode vraiment light, c'est-à-dire, par exemple, on serait tous les 2 en train de discuter sur une boîte qu'on est en train d'analyser. On serait dans un café, on ferait un truc très, très simple. On mettrait le risque, on mettrait derrière le coût du risque et derrière, on mettrait la probabilité et on mettrait qui paye. L'objectif de cette matrice de risque, c'est de bien, finalement, remettre à plat quelles sont tout ce qui peut se passer quand vous allez faire une acquisition et surtout, ça va vous permettre de renégocier les choses avec le vendeur. Quand on reprend une boîte, en fait, quand vous faites un investissement, que ce soit un investissement en actions, que ce soit un investissement en bourse, que ce soit de faire du private equity ou que ce soit prendre des parts, par exemple, d'une entreprise, vous en direct, ou de créer une boîte, il y a à chaque fois une notion de OK, vous allez mettre de l'argent, mais quel est le risque que vous êtes prêt à assumer? Pour pouvoir comprendre quel est le risque que vous êtes prêt à assumer, encore faut-il le déterminer. Et quand vous faites une reprise de boîte, finalement, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments où vous êtes OK de le prendre à votre charge pour un prix donné, ou sinon, il y a des moments où vous n'êtes pas OK de prendre ça à votre charge. Alors, c'est exactement la même chose, hein. On peut repenser à l'immobilier, ça marche pareil. Il y a d'un côté, on peut se positionner sur un bien, on peut déterminer les risques du bien. Dans les risques du bien, par exemple, vous voulez faire une colocation. Vous voulez faire une colocation, c'est un appartement, vous avez envie de créer des WC supplémentaires. Il s'avère que les WC supplémentaires, vous ne savez pas si vous pouvez les faire parce que vous n'avez pas accès à l'évacuation, une colonne d'évacuation dans l'appartement. Rappelez-vous, il faut des 10 centimètres pour pouvoir mettre des WC. Si vous avez moins, ce qu'on peut retrouver dans des douches, vous ne pouvez pas mettre de WC. Potentiellement, vous pouvez mettre un sanibroyeur, sauf que les sanibroyeurs, souvent, c'est interdit pour différentes raisons et en plus, ça tombe souvent en panne. Donc là, vous avez ce risque. Ok, vous êtes OK d'acheter un appartement 200 000 euros, mais vous avez besoin de faire ces WC supplémentaires, sinon vous n'allez pas pouvoir fournir une colocation, un bien sur le marché qui va être assez intéressant. Ce qui est tout à fait envisageable, alors ça on fait quasiment jamais parce que c'est assez facile de vérifier ça, mais c'est de dire OK, moi je suis OK de faire face à tous les autres risques, donc le risque de trouver des locataires, le risque de faire des travaux, le risque de m'assurer que le bâtiment est conforme, etc., etc. Par contre, je ne suis pas OK de faire face à ce risque de WC. Donc soit vous me prouvez avant que je fasse l'acquisition que ce risque de WC est inexistant, ou sinon il y aura un effet parce que si je n'ai pas ce WC-là, l'impact qu'il va y avoir sur moi sera de 1 000 € par mois. Donc vu que j'ai un impact de 1 000 € par mois, sur 20 ans ça fait tant, du coup sur la valeur du bien ça fait tant, donc un discount de temps sur le bien. C'est exactement la même chose quand vous reprenez une boîte. En fait, il y a un moment, vous allez commencer à regarder une entreprise, donc vous allez passer par plusieurs phases. Une phase un peu d'excitation en disant: «Oh», vous allez voir l'opportunité, vous allez dire: «Tiens, la boîte elle est bien, elle marche bien, j'ai un bon contact avec le cédant, ça marche bien, c'est du récurrent», et cetera, et cetera. Vous allez rentrer dans cette phase où en fait vous êtes un petit peu dans une euphorie autour de la boîte. Puis après, vous allez finalement rentrer dans le détail de la due deal. Quand vous allez faire la due deal, vous allez finalement passer l'entreprise vous allez prendre un microscope et regarder toute l'entreprise. Encore une fois, tous ceux d'entre vous qui délèguent totalement la due deal, je vous déconseille très très largement de le faire pour plusieurs raisons. Une des raisons, alors moi je faisais ça avant, il y a très longtemps, je faisais des due deal et on était orienté du coup par des repreneurs sur un certain nombre de questions. Bon, c'était entre guillemets entre professionnels, c'est-à-dire qu'il y avait une équipe de M&A en face, donc de fusion-acquisition, et moi j'étais dans l'équipe de fusion-acquisition qui devait exécuter une partie de la due deal, voire encadrer des cabinets d'audit qui font ça. La problématique, c'est que généralement, entre ce qu'on veut rechercher et ce que va chercher le mec qui est sur le terrain, ça risque de pas être la bonne chose. On se rend compte que d'un point de vue communication et d'un point de vue logique business, il y a énormément de déperdition d'informations. Il y a un moment, quand vous reprenez une boîte, il faut regarder des trucs, mais très très simples. Le premier truc à regarder, c'est OK, ils viennent d'où les clients? Ça vient d'où? Là, il y a un client qui est signé dans la boîte. Où est-ce qu'il arrive? Il vient d'où? Est-ce que il tape sur Google, il tombe sur le site et du coup il arrive directement? Est-ce que c'est un client qui est là depuis 5 ans ou 10 ans dans la boîte et qui finalement, bon, il y a un contrat et ça vient, il n'y a pas de lien particulier avec le cédant? Est-ce que c'est un client qui vient de la pub? D'où est faite la pub? En gros, le nerf de la guerre, c'est déjà d'où viennent les clients, d'où vient l'argent. Ce truc-là, si vous le confiez à une personne qui n'a jamais fait de business, c'est-à-dire 99% des gens qui font de l'audit, ils n'ont jamais gagné de thunes. Il faut dire que les gens qui font de l'audit sont spécialisés pour vérifier des process, sont smart d'un point de vue analytique, mais souvent ne comprennent rien à ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais créé une boîte, ils sont jamais allés chercher des clients, ils n'ont jamais fait un parcours de vente, ils n'ont jamais fait un mailing de vente, ils n'ont jamais appelé un client pour le closer. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un qui va vous pondre un dossier en vous disant:
bah voilà, nous de ce qu'on a compris, 30 des clients, ils viennent du site internet. Vous allez avoir ça comme rendu. Moi, franchement, quelqu'un qui m'envoie il y a 30 des clients, qui viennent du site internet, mais franchement, moi, ça m'ulcère. Je ne peux pas entendre ce truc-là. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? OK, ils vont sur le site, mais c'est qui les clients? Comment ils font? C'est quoi le parcours? OK, est-ce que le truc est fonctionnel aujourd'hui? Est-ce que par rapport à la concurrence, ça marche bien? Est-ce que là, OK, qui a fait le site? C'est quoi ce truc-là? Parce que derrière, il faut vous dire un truc, de savoir que 30 des clients viennent d'un site internet, OK, c'est super, mais vous avez aucune connaissance de concrètement comment ça se passe. Et vous, votre point de vue, alors vous n'êtes pas obligé de savoir exactement comment écrire un mailing de vente, comment exactement fonctionne le SEO, mais ce que vous avez besoin de savoir, c'est concrètement ce que vous achetez et est-ce que les systèmes qui sont en place vont être pérennes dans le temps et vont fonctionner. Du coup, je vous encourage fortement, quand vous faites de faire vous-même votre première due deal, tout simplement, et d'être encadré après par des personnes très spécifiques sur des points. Donc, par exemple, vous avez besoin de vérifier des contrats de travail. Un contrat de travail, il y a énormément de clauses qui peuvent vous mettre dans les choux en fonction de quel type de personne c'est, quel âge a la personne, depuis combien de temps elle est là, est-ce que vous avez de l'argent, etc., etc. Pour ce truc-là, vous devez déjà arriver alors avec une certaine maturité pour vous dire, OK, il faut regarder ça, 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 ça. La problématique, c'est que généralement, cette maturité, on l'acquiert quand on est entrepreneur et quand on a été confronté à des difficultés. Donc là, moi, je vous encourage fortement à être encouragé, à être entouré d'entrepreneurs. Par exemple, quand on a fait avec Christina l'acquisition de 2 magasins dans le sud, on était aussi sur d'autres dossiers avec elle et il y avait une boîte qui était OK. Alors, c'était pas les magasins d'ailleurs, c'était une autre boîte. Elle était OK de vendre à Christina pour. Alors, au début, le gars, il voulait lui vendre, je crois, 500 000 euros sa boîte. Sauf que c'était une boîte que eux, ils hésitaient à closer, c'est-à-dire à terminer. Et là, Christina me disait, oh Victor, c'est une énorme opportunité, etc., etc. Et là, je lui dis, écoute, Christina, il y a un truc très important. Tu es en France, du coup, si tu décides de licencier des gens, ou d'arrêter, ou de les mettre à la retraite, attention, tu dois leur payer un montant de salaire qui peut être assez conséquent. Du coup, là, le montant qu'on te propose pour récupérer la boîte, tu penses qu'en fait, tu t'en sors bien, mais indirectement, derrière ça, tu as des dettes cachées qui sont liées au business. Donc, attention à toi, faisons les calculs. Donc, nous, on a fait les calculs de notre côté. Et après, je lui dis, bah, écoute, demande à l'expert comptable de la boîte scellante. Il a sûrement déjà fait le calcul à un moment, ou pas, mais en tout cas, ils en ont besoin, de te ressortir ce calcul-là par rapport à l'ancienneté des salariés, de te faire un tableau. Du coup, ce qui est bien, c'est là, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a su quoi regarder. Généralement, quand vous passez par un avocat ou quelqu'un de spécialisé là-dedans, il doit le savoir. Et encore, je ne suis pas convaincu. Enfin, j'ai vu tellement de trous dans la raquette à force d'en faire beaucoup. Du coup, normalement, il doit le savoir. Du coup, c'est un peu comme ça que je challenge d'ailleurs les personnes avec qui je travaille. Je vois, est-ce qu'elles voient en fait ces problématiques-là. Et deuxièmement, ce qui est bien, c'est aussi dans ces périodes de due deal, vous pouvez très bien, à force d'orienter les personnes, faire travailler la partie adverse. Quand vous êtes dans une due deal, vous allez non seulement vous devoir faire les analyses et avoir vos propres experts. Donc vous allez pouvoir mettre en face un avocat qui est votre avocat, par exemple sur la transaction de l'opération. Donc c'est un avocat qui va vous aider à rédiger les éléments, donc les conditions, mais aussi pouvoir négocier avec l'avocat du cédant. Donc là c'est bien, vous avez 2 interlocuteurs en face. Attention, ça a des coûts. Vous allez avoir un expert comptable slash commissaire aux comptes qui va vérifier les bilans de la personne en face et comment tout a été traité. Donc ça peut être les éléments comptables, les amortissements. Par exemple, il y a des machines qui ont été achetées, sur combien de temps elles ont été amorties, est-ce que c'est bien fait, etc. Petite anecdote, à un moment, moi je travaillais sur les grosses lignes les gros exploitants de trains en Allemagne. Et là, une des grosses questions qu'on se pose du coup sur ces chemins de fer en Allemagne, c'est une fois que vous avez payé 5, 10, 100 millions d'euros votre locomotive et vos trains, qu'est-ce qui amortit quand et quels sont les coûts d'entretien de ces grosses machines? Là, généralement, vous avez alors quand vous reprenez des boîtes qui sont dans le secteur ferroviaire, ils ont carrément leurs experts de maintenance, et c'est une très grande partie en fait de leur business, c'est ça. Mais attention, parce qu'on l'a vu d'ailleurs avec Boeing récemment, de plus en plus, on est en train de couper ces équipes-là, donc on a de moins en moins d'expérience autour de ces produits. C'est la même chose dans les petites boîtes. Quand vous avez des petites boîtes qui reposent sur quelques grosses machines de production, attention à la bonne connaissance de ces machines de production et vérifier qu'en interne, l'expertise est toujours acquise. Parce que souvent, dans les boîtes, on licencie des techniciens, voire les ingénieurs techniciens. Alors, il y en a beaucoup qui ne sont pas ingénieurs, mais ils ont largement le niveau d'ingénieur, qui ont la connaissance métier des machines. On va souvent les licencier ou pas les prendre. Ce qui fait que les personnes n'ont aucune idée finalement de comment fonctionne réellement, ou surtout quelles sont les problématiques qui vont avoir lieu avec leurs assets
industriel, parce que c'est un truc qui tourne. Ils pensent que ça va marcher très longtemps, mais c'est exactement comme une voiture. Vous avez, en fonction d'un certain nombre de kilométrages, un certain nombre de trucs à récupérer. Et du coup, si les personnes ne sont pas informées, elles ne vont pas avoir l'expertise pour vous dire quels sont les problèmes elles-mêmes. Elles ne vont pas le savoir. Donc vous, quand vous faites ça, assurez-vous d'avoir une personne qui est vraiment qualifiée en face pour comprendre ça. Donc sur la partie expertise comptable, vous avez quelqu'un d'en face. Et là, ce que vous pouvez faire, et ce qu'on fait assez rarement, ce qu'on voit assez rarement dans les cabinets d'audit classiques, parce qu'en fait, ils ne sont pas bons là-dedans, il va manquer tous les autres audits concrets. Donc, il y a concrètement un audit RH à faire. Donc, l'audit RH, c'est grosso modo, est-ce que vous allez re-recruter les personnes qui sont en place? Identifier les personnes qui risquent d'être problématiques lors de votre prise. C'est pas contre les personnes, il y a juste un moment, vous amenez un projet. Vous êtes un chef d'équipe. Votre projet, c'est de prendre une boîte à l'instant T avec potentiellement des promesses qui ont été faites par l'ancien employeur. Ça dépend de comment il a géré ses équipes, ça dépend de ce qu'il a traversé, ça dépend de s'il est fort ou pas. Mais il y a un moment, ce qu'il a pu simplement faire, c'est dire à ses équipes: mais t'inquiète pas, tu auras une augmentation l'année prochaine si on fait ça, etc., etc. Il a pu s'engager sur des promesses pour pouvoir garder les meilleurs éléments, mais vous n'êtes pas au courant de ça, et généralement, l'ancien cédant ne vous le dit pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise, parce que peut-être qu'il a oublié, peut-être que c'est quelque chose qu'il fait chaque année, et en fait c'est comme ça qu'il s'en sort avec ses employés, etc. Donc là, vous, dans votre audit RH, il y a tout un travail à faire de est-ce que les personnes qui sont dans la boîte, vous allez les re-recruter? Donc, est-ce que déjà elles correspondent aux valeurs de la boîte et vous, ce que vous voulez insuffler comme projet? Donc, il faut être clair sur votre projet. Deuxième chose, il va falloir vérifier tous ces non-dits qui ont lieu dans la boîte. Et ça, à moins de faire des entretiens avec chacune des personnes dans la boîte et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans l'entreprise, vous n'allez pas l'avoir. L'histoire n'est absolument pas la même entre un cédant qui cède son entreprise et ce que se racontent les salariés. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Quand vous êtes à la direction d'une entreprise, généralement, vos objectifs ne sont pas forcément les mêmes que ceux des salariés et même votre vie n'est pas du tout la même. Vous, quand vous êtes dirigeant d'une boîte, vous êtes là, OK, moi, mon objectif, c'est, je sais pas, vous avez 1 million, c'est de l'emmener à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez tel projet qui semble porteur que vous devez tester. Vous devez insuffler de l'énergie, avoir les bons profils pour aller dans cette direction, etc. Généralement, ça dépend ce que vous reprenez, mais tous les enjeux un peu internes de Rago, vous y faites attention. Vous avez vos sensors dans l'entreprise pour vous rendre compte de ce qui se passe et comment ça avance, mais vous n'allez pas aller plus loin que ça, en fait. Vous êtes tellement focus sur le développement de votre boîte que vous allez être un petit peu moins focus sur la vie de tous les jours, de ce qui se passe, des ragots entre machin, machin, etc., tant que ça n'impacte pas votre entreprise. Par contre, les équipes de salariés, eux, ils vont être beaucoup plus axés, alors ça dépend, mais généralement, ils sont beaucoup plus axés sur l'humain interne de l'entreprise. Quelles sont leurs relations interpersonnelles? Quelles sont les histoires? Quelles sont les augmentations qu'ils peuvent avoir? En fait, on n'a pas du tout, du tout, du tout le même prisme. Et vous le voyez, je pense que si vous écoutez ce podcast, vous vous rendez compte, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se voit vendredi. Je vous rappelle, vendredi, je vous invite drink à Paris à 19h dans le 15e arrondissement, de 19h jusqu'à 23h dans le 15e arrondissement. Je vous invite à prendre un drink. C'est sur Groupe Meetup. Vous avez les informations, c'est dans la newsletter juste en dessous. Du coup, en fait, on ne pense pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes enjeux. Une personne qui va venir travailler, par exemple, dans une usine, c'est une personne qui a envie de travailler de 8h jusqu'à 17h. Elle a envie d'avoir son boulot, de le maîtriser, d'aller dans une boîte où les gens sont sympas, de pouvoir rentrer à la maison, d'avoir son salaire de 1500, 2000 balles par mois, voir ses enfants, de faire son jardin, et elle est heureuse avec ça. Voilà, ça c'est son objectif de vie. Vous, quand vous reprenez une boîte, que vous avez 50, 100 salariés, votre objectif, c'est de se dire: OK, je vais faire un fleuron qui va marcher, industriel, je vais être en phase avec ce dont mes clients ont besoin. Comme ça, mes clients, ils sont contents, j'aurai des équipes dont je m'occupe bien, etc. Vous n'avez pas du tout la même vision. Vous, votre vision, ça va être d'encaisser 1 million d'euros par mois. La vision d'une personne qui travaille avec vous, ça va être de faire bien son travail pour que les pièces sortent et gagner 2000 balles par mois. On n'est pas du tout au même enjeu. Du coup, ces différentiels de vue et de vision, en fait, vous êtes obligé d'aller partout dans votre entreprise pour saisir ça. Donc, vous êtes obligé de faire cette due diligence pour bien comprendre. Attention, quand on fait une due diligence, moi, je suis très sur l'opportunité des gens, enfin le potentiel des gens. D'ailleurs, que je vais voir quelqu'un, la personne va me raconter, elle va me dire: ah tiens, Victor, moi j'ai envie de faire ça, ce serait bien de refaire le site et tout, machin. Et indirectement, j'ai une façon de voir les choses où je me dis: «Putain, la personne est vachement motivée, elle va y arriver». Voilà, c'est ce que je me dis parce qu'au fond de moi, je me dis que si j'ai vraiment envie de faire un truc, je vais y arriver et surtout je vais me sacrifier, quoi. Je vais bosser jusqu'à ce que ça sorte.
Sauf qu'attention, la majorité des personnes, je pense que vous l'avez bien compris, ne sont absolument pas comme ça. On a tous des notions de sacrifice plus ou moins élevées, et il y a surtout beaucoup de personnes, et on en fait tous partie jusqu'à un certain niveau, mais on a tendance à vouloir faire des choses qu'on ne fait pas. Bon, la différence d'ailleurs entre vous, je pense, qui écoutez ce podcast, et beaucoup de personnes qui finalement sont un peu bloquées dans leur situation financière, c'est que vous êtes en faculté de passer à l'action, vous êtes en faculté de faire des acquisitions, vous êtes en faculté, lorsque vous avez une nouvelle problématique en face de vous, RH, de financement, etc., de surmonter cette épreuve-là. Il y a beaucoup de personnes qui en fait vont beaucoup parler de dire qu'elles aimeraient faire quelque chose, mais elles ne le font pas. Et d'ailleurs, je vous encourage, petit moment, si vous êtes dans cette phase où vous êtes bloqué, on est tous dans cette phase où on est bloqué, hein. Donc cette phase où on a envie de faire quelque chose mais on ne le fait pas. Si c'est de l'IMO, de la reprise de boîte ou faire du solopreneur, donc faire du solopreneur, c'est vous vendez des produits, services sur Insta, sur LinkedIn, etc. Montez jusqu'à 30-100 000 euros par mois. Si vous êtes chaud, vous venez, vous m'appelez. Rappelez-vous, hein, c'est maintenant qu'il faut venir. On bosse ensemble et on dégomme votre petite étape. Si je peux vous aider à dépasser cette petite étape où vous êtes bloqué, même si vous avez déjà 3-4 apparts, là vous dites, OK, comment je fais pour le prochain? Go, vous venez. Vous n'avez pas encore acheté un appart, go, vous venez. Ça va changer votre vie d'acheter un appart, hein. Vous n'allez peut-être pas devenir, faire 100, 200, 300 apparts, voire 5, voire 3. Mais déjà, le premier va changer beaucoup de choses chez vous et ça va ouvrir tout un spectre. Peut-être que demain, l'IMO ne sera pas pour vous, vous allez bouger sur l'entreprise. Peut-être que demain, l'entreprise ne sera pas pour vous, vous allez bouger sur de l'IMO. Ou peut-être que vous allez bouger sur du solopreneur. L'essentiel, c'est de se concentrer sur un truc, d'être focus et d'avancer. Revenons à notre petite matrice de risque. Alors, cette matrice de risque, en gros, ce que vous allez devoir faire, c'est lever quels sont tout ce que vous identifiez comme étant des risques. Alors, ça peut être simplement, voilà, l'année prochaine, on vend moins à cause d'une condition politique. Ça peut être qu'il y ait des nouvelles réglementations qui arrivent sur le marché. Donc, si vous êtes sur des produits spécifiques, donc par exemple de la formation très réglementée, si vous êtes sur des jouets pour des enfants avec des nouvelles réglementations européennes, etc. Ce que vous pouvez avoir d'autre, c'est aussi tout simplement d'un point de vue business, si le dirigeant, c'est lui qui maîtrise une grande partie des clients, ce qui arrive souvent, il va falloir chiffrer ça. Si vous vous rendez compte que le client, celui qui cède le business, ça fait 30 ans, 20 ans, 10 ans qu'il fait ça, et en fait, il a un lien très fort avec ses clients. Et les clients, finalement, c'est un lien, quand vous allez reprendre la boîte, finalement, vous n'allez pas avoir de lien affectif avec les cédants. L'affectif, c'est important. La confiance, c'est très important. Du coup, si vous vous rendez compte que ce lien va se perdre et que vous risquez du coup de perdre 20, 30, 40% du chiffre d'affaires, voire plus, attention, ce truc-là, il faut le déterminer. Donc là, vous déterminez tous les risques potentiels. Les risques RH, OK, vous recrutez une boîte, vous avez une directrice de l'entreprise, par exemple directrice de 2 magasins, qui fonctionne très bien. Par contre, vous avez un risque. C'est-à-dire que cette personne va avoir du mouvement. Dès qu'il y a du changement, on remet les choses. Du coup, elle risque de demander de renégocier ou qu'un précédent contrat soit appliqué. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes bloqué face à une personne et que vous n'avez pas de porte de sortie, vous êtes mal, vous allez bugger. Par exemple, on va échanger. Vous allez me dire, ah ouais, voilà, mais le cédant, c'est lui qui a les clients. C'est lui qui est en contact avec la plupart des clients. Puis il y a la directrice des sites de production. Mais en fait, elle veut gagner 4 000 euros par mois. Moi, j'ai pas les moyens. Aujourd'hui, elle est payée 3 000 euros par mois. Pourtant, l'ancien cédant lui a promis que ça allait pouvoir être fait. Du coup, si à un moment, voilà, je récupère la boîte, je perds mes clients et en plus, ma directrice, elle part, c'est dramatique. Et du coup, là, vous êtes focus en fait sur vos problèmes, ce qui est tout à fait normal. On est fait pour être focus sur des problèmes. Alors, ça dépend des phases, hein. Je pense que vous voyez, il y a des phases où moi je suis très focus, genre il y a plein d'opportunités. Attention de se rappeler qu'il y a des problèmes quand même. Là, quand vous êtes dans cette phase-là, c'est bien. Attention à ne pas rentrer trop dans le mental. Là, l'objectif, c'est qu'il faut noter tout ça. Vous avez des problèmes, d'ailleurs, ça marche pour tous les problèmes de votre vie. Vous notez dans votre matrice de risque là tous vos problèmes. Et derrière, vous allez dire, OK, c'est quoi l'impact concret et réel, factuel, que vous déterminez. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de travailler là-dessus. Et après, vous remettez la probabilité, effectivement. Et surtout, vous dites, OK, c'est quoi mes solutions? Comment je peux régler ce problème-là? Par exemple, vous avez votre directrice opérationnelle qui peut se barrer, qui va venir, qui va demander des prestations salariales que vous ne pouvez pas offrir. Il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments de négociation que vous pouvez effectuer. Il y a des éléments de négociation sur la performance qui va être réalisée dans le temps. Mais attention, une directrice opérationnelle, vous allez lui dire, faites pas non plus des propositions qui ne fonctionnent pas. Vous allez dire à la directrice opérationnelle, écoute, Stéphanie, aujourd'hui, on fait 2 millions de chiffre d'affaires. Si demain, on fait 2,5 millions de chiffre d'affaires, si tu atteins 2,5 millions de chiffre d'affaires, eh ben oui, je pourrais te payer tes 4 000 euros parce qu'on aura la marge. Bon, si vous faites ça, malheureusement, si elle n'est pas liée à l'activité, si elle n'a aucun moyen d'être liée à l'activité commerciale, ça ne marchera pas. Et deuxième élément, ne mettez pas des gens dans des situations d'échec.
Pourquoi? Parce que si vous avez quelqu'un qui est très bien dans l'entreprise, qui en fait est persuadé qu'elle va réussir à, qu'elle veut gagner plus, que vous allez lui dire: «Bah tiens, fais, 500 000 balles de chiffre d'affaires en plus», mais qu'en fait la personne est incapable, donc n'a pas les moyens, elle, personnellement et les moyens dans les équipes de faire ces 500 000 € de chiffre d'affaires, ou elle ne l'a jamais fait, du coup le risque qu'elle atteigne ces 500 000 € de chiffre d'affaires est très é enfin, le risque est très élevé. Ne la lancez pas là-dedans, parce que tout ce que vous allez créer, c'est de la déception à terme et surtout une personne qui va être déprimée à terme et qui finalement va poser sa dème, va partir et cetera. Puis, des mauvaises relations et puis potentiellement attention aussi quand vous fixez vos objectifs avec des personnes, c'est pas des objectifs où la personne a enfin on est en France, hein, rappelez-vous, hein, donc si, vous voulez fixer un objectif avec une personne, il faut que la personne vous propose son objectif, il faut que lui vous validiez son objectif et que vous assurez qu'elle ait les moyens d'atteindre son objectif par rapport à un degré d'ancienneté. Donc on va venir alors si elle vous attaque au prud'homme, qu'elle est là depuis longtemps, que vous ne prouvez pas que vous avez bien respecté le processus, attention. Oui, rappelez-vous quand vous rachetez une boîte, quand vous recrutez quelqu'un, le premier truc qu'il faut faire, c'est exactement comme un contrat. Quand vous signez un contrat, la première clause qu'il faut regarder, c'est comment sortir du contrat. Est-ce que c'est possible pour vous de sortir facilement du contrat et à quel prix? Quand vous recrutez quelqu'un, toujours, demandez-vous comment vous allez pouvoir virer la personne. C'est la règle de base. C'est terrible, moi, d'avoir appris que c'était comme ça que ça fonctionnait en France, mais pourtant, c'est comme ça. Moi, je suis toujours là, vas-y, viens. Déjà, c'est très dur de trouver quelqu'un qui est performant. Vous avez envie de passer du temps avec la personne, vous avez un projet commun, vous voulez avancer. Sauf qu'attention, le vent, ça tourne. C'est exactement comme les couples et potentiellement le divorce. Il y a un moment, c'est de vous dire, OK, je me suis marié. Là, moi, j'ai vraiment envie de tout donner à cette personne. C'est ma number one in my life. Mais attention, si à un moment ça tourne, le vent il tourne pour différentes raisons, hein. La personne, elle peut changer totalement du jour au lendemain. Elle peut avoir de l'influence d'autres personnes autour d'elle. Elle peut avoir d'autres envies que vous n'avez pas envie. Elle peut tomber éperdument amoureuse de quelqu'un et se dire, OK, en fait, cette personne-là, je veux vivre ça avec cette personne. Il faut vous dire que ça, c'est des choses qui arrivent. Donc vous, comment vous vous protégez? Et c'est exactement pareil sur le salarié. Donc c'est toujours quelle est votre clause de sortie. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un épisode. Je vais demander à mon avocate si elle est partante pour qu'on fasse un épisode sur les clauses de sortie. Donc une fois que vous avez ça, vous avez votre matrice de risque, vous avez la description des risques et après, vous avez quels sont les impacts et enfin, vous avez qui paye. Cette case de qui paye, en fait, cette matrice de risque, il faut la bosser en fait avec votre cédant. Le cédant, il se rend même plus compte des risques qu'il a et surtout, lui, il ne se rend même plus compte de qui il est, il ne se rend plus compte de la faculté qu'il a à gérer sa boîte, il ne se rend plus compte de son expérience que vous n'avez pas et il ne se rend même pas compte de, finalement, quand vous payez une boîte 1 million d'euros, que vous trimballez une centaine de risques, dont certains ont des valeurs de 500 000 €, voire d'1 million d'euros. Et donc là, il y a tout un travail à faire avec le cédant. Déjà à vous de vous déterminer ce que vous voulez, et surtout travail à faire de clarification des risques avec le cédant. Vous dites, voilà, vous installez, paf, vous vous enfermez dans un bureau pendant 3 heures, vous reprenez tous les risques, et vous dites avec le cédant, ok, moi j'ai identifié ce truc-là, c'est quoi? Comment tu fais aujourd'hui? Là, par exemple, Stéphanie, elle peut se barrer du jour au lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Alors il va vous dire, ah oui, non, mais machin, il n'y a pas de risque. Alors je dis, ok, s'il n'y a pas de risque que Stéphanie parte, écoute, si toi tu penses qu'il n'y en a pas, si elle se barre, c'est toi qui payes. Et là, quand vous avez un échange comme ça, tout de suite le cédant va dire: «Ah ouais, non, merde, putain». Il va dire: «Ah non, non, mais en fait, machin, machin». Il va revenir. Bah oui, parce que là, en fait, lui, il s'en fout. Ce qu'il voit pas, c'est vous qui allez encaisser le risque. Du coup, en fait, tant que la personne n'a pas à payer, bah, il y a pas de problème. Quand la personne a à payer, bah là, généralement, il y a des problèmes qui arrivent. Et du coup, sur tous les risques, vous dites: «OK», vous êtes déterminé. Si la personne vous dit: «Non, non, mais il y a pas de risque et tout» et cetera, tu es là: «OK, bah, s'il y a pas de risque, toi qui payes». Et là, vous allez voir la réaction que va avoir la personne en face. Et là, bizarrement, les risques qui n'ont aucune chance d'arriver, qui n'ont aucune valeur, et cetera. Déjà, en plus, vous pouvez valoriser les risques avec la personne, hein, parce qu'elle sait. Un dirigeant de boîte, il sait indirectement quels sont ses risques. En fait, c'est un truc de survie, donc il sait, bon, ça dépend qui, mais la plupart, ils savent, en fait, qu'il y a des trucs, par exemple, vous avez une usine, vous savez très bien qu'il y a une machine que vous n'avez pas réparée depuis 5 ans, et vous savez très bien que le jour où la courroie et le joint de je sais pas quoi va péter, parce que vous le savez. Vous le savez, vous priez en fait que ça n'arrive pas depuis pas mal de temps, mais vous savez que ce truc, ça va arriver. Et bien, vous avez regardé quel est le prix. Vous avez regardé, ça coûte combien de remplacer la courroie, vous avez regardé. Et vous ne le faites pas aujourd'hui parce qu'en fait, ça fonctionne toujours. Vous dites, OK, bon, bah, j'ai ce truc-là qui risque de péter un jour. Vous le savez au fond de vous. Et vous, c'est de déterminer d'avoir un échange direct avec cette matrice de risque. Cette matrice de risque, elle vous permet de diminuer votre stress. C'est-à-dire que vous passez d'un moment d'euphorie, vous allez passer un moment finalement de stress parce que vous allez avoir beaucoup de choses qui peuvent péter quand vous prenez une boîte. Vous listez tous les problèmes. Ça vous permet de les clarifier, ça vous permet de valoriser quels sont ces risques, donc de bien avancer, en fait, de faire votre aide boulot. Et derrière, ça vous permet d'avoir un échange constructif avec le cédant pour expliquer qui prend en charge quels sont les risques,
et comment ça va être modulé sur le prix financièrement de l'entreprise. Parce que oui, acheter quelque chose, c'est bien, acheter quelque chose de rentable sur le papier, c'est bien, mais après, enfin, encore une fois, je le vois beaucoup avec les personnes qui rachètent leur boîte, souvent leur première. C'est si vous avez jamais eu de business, par exemple, aujourd'hui, avoir un business, OK, vous pouvez le négocier sur le papier, c'est bien, etc. Mais derrière, vous avez en production un actif productif où vous êtes responsable. Vous devenez le papa, la maman d'un nouveau truc qui est une entreprise. Demain, s'il y a un problème dans cette entreprise-là, oui, une grande partie des problèmes peuvent être délégués, mais si ça ne marche pas, c'est comme si vous aviez des enfants, une fratrie. Bon, ils s'embrouillent, ils se chamaillent, etc., mais ils arrivent à régler les trucs entre eux. Mais de temps en temps, si ça va trop loin, c'est à vous d'intervenir pour reclarifier les règles, reclarifier comment ça se passe, faire évoluer le niveau de conscience des gens, mettre les sanctions qui sont nécessaires, apporter le soutien émotionnel qui est nécessaire. C'est exactement la même chose avec une entreprise. Donc en tout cas, moi je vous encourage à fond à faire cette matrice de risque. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez vous entraîner. Alors le mieux, c'est quand même d'aller, vous pouvez vous entraîner sur des annonces, si ça vous intéresse, mais le mieux, c'est quand même d'aller carrément jusqu'à une due deal. Si vous voulez aller jusque-là, n'hésitez pas à nous appeler, à m'envoyer un petit message sur WhatsApp ou sur LinkedIn ou sur Instagram. Si vous voulez venir, nous, on continue à reprendre des boîtes. Je vous détaillerai. Je pense que je vais faire un dossier sur, et pourquoi pas filmer d'ailleurs, cette acquisition de boîte. Donc là, on est bien parti. Puis, si ça se trouve, dans 1-2 mois, il y aura une boîte supplémentaire dont on aura fait l'acquisition. Donc en tout cas, moi, je vous encourage, comme d'habitude, à y aller. Je vous encourage à faire des invests. Ça me fait très plaisir de vous voir là. On se retrouve vendredi. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en fonction de ce que vous faites comme projet aujourd'hui. Et je vous souhaite à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.